mon accueil maintenant à la tribune Georges Coury. Et je disais pendant la pause que je connaissais bien les voitures hybrides, mais je ne connaissais pas la régénération osseuse hybride. Pourtant, c'est le sujet qu'a choisi Georges vers un nouveau gold standard. C'est un pari. On t'écoute, mon cher Georges. Merci Patrick, merci messieurs les présidents. C'est toujours un réel plaisir de retrouver le trio inséparable, le doublé de Patrick et Philippe. Et je vais essayer de faire cette présentation. L'avantage de passer en dernier, je l'ai souvent éprouvé. Je me suis souvent retrouvé en dernier conférencier et c'est un immense avantage. Je peux prendre du retard sans retarder ceux qui suivent. Il n'y a que ceux qui sont présents qui sont pénalisés. Voilà, donc je vais démarrer mon chrono et je vais essayer de respecter le temps quand même qui m'est imparti. Alors, la régénération hybride, c'est quoi? La régénération osseuse, on la connaît. La régénération osseuse, elle se base sur certains concepts, et notamment celui du mimétisme cellulaire. Le biomimétisme cherche à travers un certain nombre de composants que sont les biomatériaux, que sont les facteurs de croissance que l'on va recruter, que l'on va amener, et à travers donc ces signaux qu'on va envoyer à des cellules mésenchymateuses présentes sur le site, recrutées à travers la vascularisation ou par des cultures cellulaires, amener un ensemble de réactions en cascade qui vont aboutir à une néoformation osseuse. Vous l'avez compris, effectivement, le but de la régénération, c'est de diminuer la morbidité des greffes autologues, et cela depuis même le premier concept de régénération, ou les premiers cas de régénération osseuse qui ont été abordé. Il est difficile de traduire ce thème en 12 minutes, mais je vais essayer quand même d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Tout tissu répare à travers la dégranulation plaquettaire. Le premier phénomène qui résulte d'une agression tissulaire étant la formation d'un caillot, cette formation de caillot va aboutir à une dégranulation qui va, si nous sommes dans la régénération. Là, c'est une augmentation osseuse qui est faite à travers un prélèvement réalisé à l'ulna proxima, une technique donc, qui a été décrite par un tandem de Montpellier, d'amis assez proches. Et ici, c'est un cas que j'ai opéré à travers une approche de tunnelisation, c'est-à-dire une incision décalée à distance pour une augmentation mandibulaire postérieure. Donc c'est fait sous bloc anesthésie à la clinique, et on voit ici le prélèvement de l'ulna qui est à peu près le double de ce qu'on peut prélever au niveau d'un ramus. Alors, particularité intéressante, on va prélever strictement une corticale et des cellules de moelle osseuse. On ne va pas prélever de cellules spongieuses, nous n'avons quasiment pas de spongieuses, très peu de spongieuses, nous avons une corticale majoritaire et nous avons une moelle osseuse qui est assez riche effectivement en facteurs de croissance. Donc l'augmentation étant faite par tunnelisation, d'où la présence de 2 vis antérieures et pas de vis en postérieur, puisque l'insertion est antéro-postérieure, il n'y a pas d'incision sur la crête. Et quand je revois le patient à la sortie du bloc opératoire, une semaine plus tard pour le contrôle post-op à mon cabinet, que je réalise la radiographie panoramique, je me dis mais bon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas tassé un peu plus ce matériau dans cet espace, sous cette plaque? Les tissus vont s'invaginer. Bien entendu, quand on fait une augmentation osseuse par greffe tunnelisée, il n'y a aucune membrane qui puisse être placée, puisque c'est une petite incision de l'ordre de 7-8 mm mésial qui permet d'insérer la plaque et le matériau. Et on retrouve le patient 4 mois plus tard, et là c'est effectivement une image qui interpelle. Cette image interpelle parce qu'on a une reconstruction osseuse qui est assez surprenante dans cet espace qui était insuffisamment comblé au départ. Sommes-nous dans une greffe? Sommes-nous dans une régénération? Je pense que nous sommes effectivement dans un contexte de ce qu'on appelle une régénération osseuse à proprement parler. Et quand on regarde cette densité osseuse qui a été obtenue, elle est assez interpellante, c'est un os de type D1. Comment se fait-il que cet espace, qui n'est pas un espace médulaire, qui est un espace dépourvu de matrice osseuse, aboutissent à la formation d'un os de type D1 dans un contexte comme celui-ci? C'est ce que j'ai appelé, et il y a très longtemps déjà, c'était mes premières présentations sur le sinus, déjà dans le milieu des années 90, c'est ce que j'avais appelé le biomimétisme cellulaire, où la cellule va fabriquer un tissu osseux à l'image du support sur lequel, du substrat sur lequel elle se développe. Donc cette structure néoformée, si elle s'appuie sur un os dense, va former de l'os dense, si elle s'appuie sur un os spongieux, formera un os spongieux, et c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans beaucoup de cas cliniques, et aujourd'hui c'est un terme qui commence à être usuellement, on va dire, développé, qui est celui de ce biomimétisme par rapport au support osseux sous-jacent. Un autre cas, c'était parmi les premiers cas de bloc osseux allogénique que j'avais utilisé. Là, nous sommes donc dans un matériau beaucoup plus spongieux, avec une structure encondrale. Et donc, c'est une patiente qui avait eu plusieurs augmentations osseuses qui avaient échoué. Je l'avais reprise. Je tiens à dire que les premiers échecs
On a l'habitude de jeter la faute sur les autres, pas du tout. C'était moi qui avais subi les 2 premiers échecs des 2 premières corrections osseuses. Et donc, je m'étais rabattu, faute de mieux, sur cet os allogénique. Et donc, la réentrée a permis de visualiser un tissu osseux qui permettait de placer des implants, recombler avec de l'os allogénique. Je croyais dans le matériau miracle. Et effectivement, si on regarde la radiologie, on se dit, après tout, ça rentre bien dans la famille de ce qu'on appellera les succès cliniques, les succès radiologiques, puisque à 7 ans, nous n'avons quasiment pas de remodelage au niveau de la partie crestale entre la radiographie à 3 ans et la radiographie à 7 ans. Donc nous avons une grande stabilité tissulaire et on pourrait penser que c'est un succès. Bien, succès de quoi? Succès de notre thérapeutique, peut-être, de la maintenance de l'appareil en place, ça s'appellerait plus de l'implant en place, ça s'appellerait plutôt un taux de survie. De la greffe, en tous les cas, c'est un échec. C'est un échec puisque malgré cette image de la paroi palatine, nous nous retrouvons ici à 7 ans avec une fonte et une disparition complète de cet os augmenté. Et en ce sens, ce biomimétisme cellulaire ici retrouve son pendant négatif. Alors, pour aller vraiment dans le cœur du sujet et rester dans l'objectif que je m'étais fixé, c'était d'essayer de réduire et de, on va dire, résumer les 3 axes qui sont les supports de la régénération osseuse hybride. La première, c'est l'apport de collagène. L'apport de collagène est décisif dans la formation osseuse. Ce collagène, il peut être endogène, c'est prélevé chez le patient et notamment on le retrouve dans les greffes osseuses autologues. Cette matrice protéinique qui forme 30% de la constitution de l'os, effectivement, on la retrouve dans l'os autologue. On la retrouve de la même façon dans l'os de banque. Et donc, cette intégration, ou plutôt ce collagène présent dans la matrice, va permettre cette intégration de ce tissu osseux, qu'il soit allogénique ou qu'il soit xénogénique. Et pour tous ceux qui l'ont utilisé ici ou qui nous suivent, vous savez pertinemment que quand on utilise cet os autologue ou cet os allogénique, nous n'avons jamais de fibrose au niveau de ce tissu. À la réentrée, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de membrane, nous n'observons jamais de fibrose sur ce tissu. Il peut être rajouté et peut être xénogénique, d'origine animale, dans certains substituts osseux que nous retrouvons aujourd'hui sur le marché. Le deuxième facteur, le deuxième axe de la régénération osseuse, c'est l'apport plaquettaire. Alors, les PRF ont pu être décriés pendant très longtemps parce qu'on cherchait ce rôle ostéogénique qu'on n'arrivait pas à leur donner en élément de preuve. Toujours est-il que si on regarde sous un angle différent et qu'on regarde sous l'angle de l'angiogénèse, leur véracité est prouvée, ça veut dire qu'ils vont permettre, à travers ces concentrations plaquettaires, de pouvoir amener en grande concentration des facteurs de croissance qui sont les TGF, les VGF, et vous remarquerez que l'ensemble de cette famille appartiennent à la famille des facteurs vasculaires. Et donc nous nous retrouvons ici avec un potentiel angiogénique, un potentiel de cicatrisation angiogénique parfaitement évident et contrôlé. Et d'autre part, nous savons que ce relargage plaquettaire amène la synthèse du collagène au niveau du caillot où il se forme. C'est-à-dire cette synthèse de collagène apportée est une chose, mais également les relargages plaquettaires vont constitue à elle-même aussi un facteur d'augmentation de cette synthèse du collagène. Et le troisième axe de cette régénération osseuse hybride, c'est d'implanter une trame minérale dense. Pourquoi dense? Pour éviter la fonte osseuse et essayer de se rapprocher de ce qu'on a pu observer dans cette pseudo-ROG avec un prélèvement à l'ulna proxima. Donc cette trame xénogène dense, elle peut être xénogénique, elle peut être synthétique, il faut qu'elle ait une porosité, il faut qu'elle puisse être vascularisée, il faut qu'elle puisse être inclue dans la matrice minérale néoformée pour jouer un rôle de frein à la résorption et au remodelage. Nous savons aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on connaît dans le sinus avec les hydroxyapatites bovines dans le sinus, nous nous retrouvons 10, 15, 20 ans après avec un volume strictement identique à celui qui a été greffé initialement, contrairement à la majorité des autres matériaux. Donc cette trame xénogénique présente, elle sert d'échafaudage qui va maintenir le volume et on le sait, n'empêche pas la formation osseuse dans la masse de la structure, dans les porosités de la structure. Et je vais essayer de vous illustrer quelques cas cliniques de correction osseuse et un petit peu leur suivi. Et nous avons un dossier actuellement en étude, en analyse volumétrique, sur un suivi de 33 patients sur ces régénérations osseuses hybrides avec une échelle de temps qui s'étale jusqu'à 6 ans. Je vais vous montrer un des cas ici que j'avais traité avec une atrophie maxillaire assez courante chez les dentés complets, avec une procédance sinusienne, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va s'intéresser à la partie du prémaxillaire qui sera la zone effectivement d'implantation de la prémolaire à la prémolaire. Nous avons chez ce patient-là pris l'option de réaliser ce que j'ai appelé cette régénération osseuse hybride, à savoir l'utilisation d'une allogreffe pour la matrice allogénique. On pourrait très bien utiliser de l'os autogène, mais l'objectif étant prélèvement zéro,
l'idée était de se dire, est-ce que cet os allogénique va jouer le rôle de l'os autogène? L'apport xénogénique, nous l'utilisons depuis très longtemps, depuis les années, milieu des années 90 dans le sinus, on a été amené à utiliser des greffons allogéniques, xénogéniques mélangés à l'os autogène pour stabiliser les volumes, ce n'est pas un phénomène récent du tout, et les facteurs plaquettaires pour le recrutement vasculaire qu'ils peuvent induire. Ici, une plaque d'espacement, de tenting, je ne pense pas. Je ne crois pas dans le tenting sur les membranes non résorbables. Je pense que c'est plutôt un facteur de stabilisation des micro-mouvements du matériau une fois qu'il a coagulé à la surface. Et les facteurs plaquettaires ici, sous la forme de membranes plaquettaires, qui va servir à accélérer l'angiogénèse et la cicatrisation des tissus mous. Je ne suis pas certain du rôle ostéogénique de cette matrice, mais quant au rôle angiogénique sur la partie vasculaire, donc là, la littérature est abondante sur le sujet. La cicatrisation a été faite. Effectivement, ce patient, je l'ai opéré en 2 étapes, sinus et ROG prémaxillaire droit, puis après gauche. Et donc, on se retrouve avec le patient ici avec un gradient de temps, une différence de temps de 4 mois au moment de la réentrée. Donc, à 5 mois, nous sommes à 4 mois d'un côté et 1 mois de plus à l'autre. Et chose assez étonnante, vous l'avez vu tout à l'heure, effectivement, dans cette régénération osseuse qui avait été faite, le matériau venait effleurer, était à la limite de cette plaque d'ostéosynthèse positionnée, et nous nous retrouvons exactement dans la même situation. Le lambeau ici s'arrête vraiment sur l'axe de la crête. Ce que nous voyons d'exposé n'est que la crête et pas du tout le versant vestibulaire. Les implants sont placés. On voit des îlots effectivement encore un peu plus clairs, qui sont des îlots de matrice minérale xénogène non remodelés. Et ces matériaux vont rester assez longtemps dans le site in situ. 4 mois plus tard, au temps de la mise en fonction du 2e temps chirurgical, un lambeau aussi est réalisé ici à la limite de la régénération osseuse. Nous ne sommes pas sur le versant vestibulaire, nous sommes sur la limite de l'épaisseur et nous avons un maintien de volume quasi similaire. Et comme je vous le disais, nous sommes en train de le quantifier par une analyse scanner qui est réalisée sur un échantillon d'un peu plus de 30 patients. Donc on se retrouve aujourd'hui avec le suivi de ce patient à 3 ans, à 4 ans. Radiologiquement, ça ne veut pas dire grand-chose sur des radios panoramiques, je vous l'accorde. On va aller regarder ce qui se passe au niveau de la tomodensitométrie. Ici, nous sommes à 6 ans. Et l'élément qui m'a interpellé le plus n'était pas la stabilité du tissu régénéré, c'était les angulations de ce tissu régénéré. C'est-à-dire que quand nous réalisons des augmentations osseuses, quelles qu'elles soient, en général, on a un arrondissement des angles, on a une sculpture des tissus par la tension tissulaire, et dans ces cas-là, nous avons un maintien de volume qui est assez surprenant dans son angulation, faiblement observé dans les reconstructions même autogènes que j'ai pu réaliser en tous les cas entre mes mains. Alors, on va regarder un petit peu comment on peut l'aborder sur 2 autres types de corrections, les augmentations en 2 dimensions. On va ici travailler surtout sur la compétence du site recevant. Nous avons des sites compétents et cette induction vasculaire que nous recherchons versus l'induction osseuse, est-ce qu'elle est de nature à assumer l'objectif de correction volumétrique? Voilà un cas d'atrophie transversale relativement simple. Nous avons la hauteur, petit déficit en épaisseur, nous avons la hauteur, nous avons un petit déficit en hauteur localisé. L'épaisseur est très réduite dans la partie médiane et nous allons régénérer effectivement, utiliser cette régénération hybride et régénérer à l'aide d'une plaque du commerce que l'on va adapter. On ne la voit pas ici, la plaque, on la voit sur la diapo de droite légèrement à travers la vis d'ostéosynthèse, mais un petit raté dans l'iconographie de l'intervention, mais nous allons la retrouver un peu plus loin. Donc ça, c'est la mèche de titane qui a été utilisée. Donc, une membrane de recouvrement pour éviter l'étalement des particules, pour éviter que dans l'hématome secondaire, on ait ce matériau qui s'échappe ou que ces granules qui se déplacent. Là, la membrane n'est absolument pas pincée. Elle sert juste de couverture pour contenir le caillot et stabiliser les volumes. Et vous voyez à la limite, à la radio de droite, l'écarteur, la signature de l'appui, le volume osseux qui a été régénéré. Donc dans ce défaut ici à 2 dimensions, qui est un défaut relativement simple, sur un site extrêmement compétent où nous avons un os médulaire en site, eh bien la réentrée ici à 5 mois, nous voyons effectivement cette ombre sur la diapo de gauche qui correspond à la limite du vestibule et donc l'os qui a été régénéré, qui dépasse largement au-delà de la crête, de la muqueuse, de la crête et de la muqueuse de la gencive kératinisée que nous observons sur la crête. Donc la réentrée chirurgicale est assez édifiante aussi. Nous retrouvons le même volume, la même stabilité à travers cette plaque de titane qui matérialisait le matériau greffé. Nous allons retirer l'ensemble de la plaque et voilà le type de matrice très fortement saignante que l'on observe, malgré un site qui avait quand même une atrophie peut-être pas très élevée, mais où nous avons un facteur vasculaire très présent du fait de cet os résiduel et où nous avons une potentialisation de ce
de cette régénération osseuse hybride ici. Les implants sont placés dans ce néo-volume et le suivi est tout à fait intéressant par rapport à la stabilité volumétrique et à la partie donc régénérée au niveau de cet os. Ce sont des cas, comme je vous le disais, relativement faciles et je vais essayer dans la minute qui suit, je me mets sous pression pour respecter l'horaire, regarder une augmentation tridimensionnelle sur laquelle nous avons beaucoup travaillé et sur laquelle nous commençons à avoir des résultats très probants que je ne peux pas vous exprimer tous ici, mais je vous donne les éléments essentiels. Donc, à partir du moment où faire une augmentation tridimensionnelle, nous allons utiliser une matrice extrêmement stable. Nous connaissons les membranes rigides. Là, on va travailler différemment. On va essayer de stabiliser nos matériaux à l'aide d'une matrice en titane, d'une mèche en titane. Voilà le cas de cette patiente qui a eu besoin de cette double correction mandibulaire gauche et droite. Et je vous montre le côté gauche traité. Donc, nous avons une atrophie en épaisseur assez sévère sur la partie antérieure et une atrophie en hauteur sur la partie distale. Donc, la mèche CFAO ici, Xos, qui est réalisée et qui va servir de gabarit et de conteneur pour le volume. Donc la laxité tissulaire est essentielle. Bien sûr, le matériau à l'intérieur, j'ai essayé d'enlever toutes les diapositives inutiles, contient cette matrice hybride. Elle contient cet os allogénique, elle contient cette xénogreffe et elle contient, et l'ensemble est lié par les facteurs plaquettaires, par les PRF. La laxité tissulaire est essentielle. Et là, c'est un petit clin d'œil sur la diapo de gauche où je me dis, pour être tranquille, il faut que le lambeau de gauche couvre la plaie et que le lambeau de droite couvre la plaie. Ça veut dire autant le lambeau lingual que le lambeau vestibulaire doivent être capables de refermer à eux seuls la plaie. Et à partir du moment où on l'imagine, sur la photo de droite, on demande au patient d'ouvrir, fermer la bouche, on s'assure que les tissus ne bougent pas, que les tissus restent en place malgré l'action mécanique générée par le patient. Réentrée à 4 mois, assez étonnant. Vous avez la mèche de titane en bas qui est totalement noyée dans la matrice. Je n'ai pas pu l'enlever entièrement. Vous voyez sur la panoramique effectivement qu'il y a une partie de cette mèche de titane qui est complètement encore présente dans la radiographie et on la voit parfaitement. Je l'ai sectionnée avec des pinces sécantes pour pouvoir enlever cette matrice. Tout ça est corroboré par l'histologie que je ne peux pas vous donner pour le moment parce que ça fait partie d'un projet de publication et nous collectons les données. Donc le trou médian n'est pas une erreur de positionnement, c'est une carotte histo qui est partie et l'option était de réaliser ici un bridge implantoporté en réexploitant l'implant dans le site antérieur. Si je dois résumer très succinctement la trilogie de la régénération osseuse, eh bien, elle se base sur cette matrice collagénique qui est extrêmement importante dans l'induction vasculaire. Elle se base sur les facteurs plaquettaires qui vont amener également des inducteurs vasculaires extrêmement puissants et ils vont servir de liant à la matrice minérale. Et cette matrice minérale, elle se doit d'être impérativement faiblement résorbable sous peine de se retrouver avec les déconvenus qu'on observait avec d'autres matériaux de type halogénique ou de type biomatériaux BCP ou même associés à des hydroxyapatite en pourcentage insuffisant. Voilà ce que je vais vous dire sur le sujet et je pense à peu près avoir respecté mon temps et vous remercie pour votre attention.